À mon 30e dîner d'anniversaire, ma mère a annoncé « Il est temps de dire la vérité. Tu n'as jamais fait partie de cette famille. On t'a adopté pour les impôts. » Ma sœur a ri. Mon père n'a rien dit. Je me suis levée avec une enveloppe, marrant. Moi aussi j'ai une vérité. Ce que j'ai révélé a fait fuir maman de sa propre maison. Je m'appelle Alban. J'ai 30 ans. Et il y a exactement 2 semaines, lors de la soirée qui marquait mon 30e anniversaire, ma mère m'a offert un cadeau dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier souffle, et qui restera gravé dans les annales de la ville de Bordeaux comme le scandale du siècle. Imaginez la scène, si vous le pouvez. Une salle privée dans l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville, 40 invités triés sur le volet, des lustres en cristal qui scintillent au-dessus de têtes bien coiffées, et des bougies qui dansent sur un gâteau immense. L'ambiance était à la fête, du moins en apparence. Et là, Sibylle, la femme que j'appelais mère, a saisi le micro, son verre de champagne à la main, un sourire carnassier aux lèvres, et a annoncé devant tout le monde que j'avais été adoptée uniquement pour une déduction fiscale. Elle a déclaré, sans trembler, qu'au fond, je n'avais jamais été une fille pour eux, mais un simple investissement financier rentable. Ma sœur Castille a éclaté de rire, un rire cruel et perçant. Mon père, Marceau, a baissé les yeux, lâche comme il avait toujours été. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, alors qu'ils savourait mon humiliation, c'est que j'avais une enveloppe dans mon sac à main en cuir. Une simple enveloppe couleur crème, qui contenait une vérité si explosive qu'elle allait faire fuir ma mère de sa propre fête, courant dans la rue comme une voleuse, avant même que le dessert ne soit servi. Avant de continuer cette histoire et de vous raconter dans les moindres détails comment j'ai transformé mon humiliation publique en leur destruction totale, j'aimerais savoir qui m'écoute ce soir. Dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir que ma voix porte au-delà des frontières de cette ville qui a tenté de m'étouffer. Si vous êtes prêts pour la vérité, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Laissez-moi vous ramener 48 heures en arrière, au moment précis où le piège s'est refermé, ou du moins, où il pensait l'avoir refermé. Il était 18 heures passées de quelques minutes, un mardi soir pluvieux et gris, typique de l'automne bordelais. J'étais debout au milieu d'un vaste salon vide, dont l'air rassis sentait la poussière ancienne et le désespoir silencieux. En tant que commissaire de justice, mon quotidien consistait souvent à entrer dans l'intimité des gens au moment où leur vie s'effondrait, pour saisir les biens de ceux qui ne pouvaient plus honorer leurs dettes. C'est un métier dur, exigeant, qui demande d'avoir le cœur bien accroché et les nerfs d'acier, une carapace que j'avais forgée année après année pour survivre à ma propre famille. J'étais en train de superviser l'inventaire méticuleux d'une collection de meubles anciens, notant chaque éraflure, chaque détail sur ma tablette, quand mon téléphone personnel a vibré lourdement dans la poche intérieure de mon trench coat beige. Une vibration longue. Insistante. J'ai fini de noter la référence d'une commode Louis XV avant d'essuyer mes mains gantées de blanc et de saisir l'appareil. L'écran s'est allumé, illuminant la pénombre de la pièce. C'était une notification du groupe familial sur WhatsApp, ce groupe ironiquement nommé la famille parfaite, dont j'avais désactivé les notifications sonores il y a 5 ans, mais que je n'avais jamais eu le courage définitif de quitter, peut-être par un reste de masochisme ou d'espoir stupide. Le message venait de Sibylle. Ma mère. Ou plutôt, la femme qui m'avait élevée avec autant de chaleur qu'un gardien de prison. Samedi soir. 19 heures au pressoir d'argent. C'était 30 ans. Ta présence est requise. Ne sois pas en retard et, pour l'amour du ciel, habille-toi correctement pour une fois. J'ai relu le message 3 fois, cherchant un piège entre les lignes, une insulte cachée, ou peut-être une erreur de destinataire. Une boule froide, familière et douloureuse, s'est formée instantanément dans le creux de mon estomac. 30 ans. Pendant 29 années consécutives, mon anniversaire avait été un non-événement absolu dans cette famille. Un oubli calculé. Une gêne que l'on balayait d'un revers de main. Je me souviens avec une clarté douloureuse de mes 10 ans, où j'avais passé la soirée seule dans ma chambre, à manger des restes, pendant qu'il recevait des associés de Marceau pour un dîner d'affaires fastueux au rez-de-chaussée. Je me souviens de mes 18 ans, l'année de ma majorité, où j'avais reçu une simple carte postale envoyée depuis les Maldives, parce qu'ils étaient partis en vacances de luxe avec Castille, ma sœur cadette, sans même penser à m'inviter. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement soudain et brutal? Pourquoi un dîner dans l'un des restaurants les plus chers et les plus exclusifs de la ville pour célébrer la fille qu'ils avaient toujours traitée comme une ombre gênante? J'allais taper une réponse cinglante, un refus poli mais ferme pour me protéger, quand un deuxième message est apparu à l'écran, les 3 petits points de suspension ayant dansé quelques secondes avant de se figer. C'était Castille cette fois.
Tu devrais venir, Alban. Vraiment. Maman veut faire la paix, elle dit que 30 ans c'est un cap, et puis, il y a des papiers importants concernant l'héritage de grand-mère Aliénor qu'on doit régler tous ensemble. Maman dit qu'elle veut te donner ta part officiellement. J'ai failli lâcher mon téléphone sur le parquet ciré. Grand-mère Aliénor. Ce nom a résonné en moi comme un écho lointain et chaud. Elle était morte il y a 6 mois, emportant avec elle la seule source de lumière de mon enfance. C'était la seule personne dans cette famille de vautours qui m'avait un jour regardé avec autre chose que du mépris ou de l'indifférence. Elle possédait un immense domaine viticole dans la région des Graves, une fortune colossale composée de terres ancestrales et de grands crus que Sibylle et mon père, Marceau, convoitaient avec une avidité maladive depuis des décennies. Depuis sa mort et depuis l'enterrement où ils avaient joué les éplorés parfaits, ils étaient restés étrangement silencieux sur le testament et la succession. Sa part. Ces 2 mots sonnaient terriblement faux dans la bouche virtuelle de ma sœur. Sibylle ne partageait jamais rien. Elle prenait. Elle accumulait. Si elle m'invitait à un dîner de luxe, ce n'était pas par amour. C'était qu'elle avait besoin de quelque chose que je possédais, ou qu'elle avait besoin de ma signature pour obtenir ce qu'elle désirait. J'ai levé les yeux vers le grand miroir baroque piqué par le temps qui trônait dans le salon saisi. J'ai vu mon propre reflet. Une femme de 30 ans, les traits tirés par la fatigue, vêtue d'un tailleur strict, les yeux cernés mais le regard dur. J'avais passé ma vie adulte à fuir leur toxicité, à construire ma propre existence, mon propre succès professionnel, loin de leur argent sale et de leur manipulation. Mais la simple mention du nom de grand-mère Aliénor a touché une corde sensible, une blessure pas encore cicatrisée. Si c'était un piège, et mon instinct me hurlait que c'en était un, alors je voulais voir les mâchoires du loup se refermer. Je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je serai là, ai-je tapé rapidement avant d'envoyer le message, scellant ainsi mon destin pour cette soirée fatidique. Je ne savais pas encore que je venais d'accepter une invitation pour ma propre exécution publique. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux, c'est que la victime docile qu'ils attendaient s'était transformée en bourreau patient. Le trajet de retour vers mon appartement, situé dans un quartier modeste mais calme de la périphérie bordelaise, fut long et pénible. La pluie battait avec violence contre le pare-brise de ma petite voiture, les essuie-glaces luttant pour dégager ma vue, rythmée par le défilement de mes souvenirs qui remontaient à la surface comme de l'huile noire et visqueuse. Chaque rue de cette ville semblait porter l'empreinte de mon exclusion. Je passais devant le parc où Sibylle emmenait Casti faire du poney le mercredi, me laissant sur un banc avec un livre en me disant de ne pas bouger et surtout de ne pas salir mes vêtements. Je passais devant les boutiques de luxe du Triangle d'Or où Marceau achetait des bijoux à sa femme et à sa fille préférée, tandis que je portais les vêtements trop grands dont Casti ne voulait plus. Sibylle et Marceau adoraient raconter l'histoire de mon adoption lors des dîners mondains. Mais jamais avec amour, jamais avec cette tendresse qu'ont les parents adoptifs. Toujours avec cette pointe d'ironie cruelle, ce ton détaché qui faisait rire leurs amis bourgeois, un verre de Saint-Émilion à la main. Alban ? Oh, c'était une décision purement pragmatique, disait souvent Sibylle en riant, rejetant la tête en arrière pour montrer son collier de perles. L'entreprise de Marceau allait mal cette année-là, le marché était en crise. Notre comptable, un génie, nous a dit qu'un enfant à charge supplémentaire nous ferait passer dans une tranche d'imposition inférieure et nous ouvrirait droit à des prêts aidés par l'État. C'était une opportunité fiscale à ne pas manquer. Et les gens riaient. Ils pensaient que c'était une blague de mauvais goût, une façon de parler, un cynisme de façade. Mais moi, petite fille assise au bout de la table, je savais que c'était la vérité brute. Je n'étais pas une fille désirée. J'étais une niche fiscale. J'étais un outil d'optimisation patrimoniale avec des nattes et un cartable. Je me suis souvenu avec une violence inouïe de l'été de mes 12 ans. Nous étions en vacances sur la côte d'Azur, dans une villa magnifique louée pour le mois d'août. Castille, qui avait 8 ans à l'époque et ressemblait à une poupée de porcelaine, avait eu droit à la grande chambre avec vue sur la mer, remplie de jouets neufs et de robes légères. Moi ? On m'avait installé dans la petite pièce de service, au sous-sol, près de la buanderie bruyante et humide. C'est plus calme pour toi, tu pourras étudier tes devoirs de vacances, avait dit Marceau en évitant soigneusement mon regard, gêné par sa propre lâcheté. Je les entendais rire à l'étage, sur la terrasse inondée de soleil. Je sentais l'odeur des grillades et des fruits de mer qu'ils partageaient. Ce soir-là, j'avais mangé un sandwich au jambon préparé à la hâte par la femme de ménage qui avait pitié de moi. Quand je suis montée discrètement pour prendre un verre d'eau fraîche, j'ai entendu Sibylle parler au téléphone avec sa sœur, sa voix perçante traversant la porte entr'ouverte. Oui, elle est là, bien sûr.
Elle est utile pour garder Castille quand on sort le soir au casino. C'est moins cher qu'une babysitter qualifiée et au moins, elle rembourse ce qu'elle nous coûte en nourriture et en vêtements. J'ai garé ma voiture devant mon immeuble, le moteur octant avant de s'éteindre. Mes mains tremblaient sur le volant, les jointures blanches à force de le serrer. Ce n'était pas de la tristesse qui m'envahissait. J'avais épuisé mes larmes il y a des années, séchées par le vent de l'indifférence. C'était une rage froide, calculée, une colère ancienne qui s'était sédimentée en moi comme de la roche dure. Je suis montée chez moi, les marches de l'escalier craquant sous mes pas. Mon appartement n'était pas grand, pas luxueux, mais il était à moi. Chaque meuble, chaque livre, chaque assiette avait été payée avec l'argent que j'avais gagné en travaillant 3 jobs épuisants pendant mes études de droit, servant des cafés le matin et faisant le ménage le soir. Sibylle avait catégoriquement refusé de payer mes frais de scolarité à l'université. Pourquoi gâcher de l'argent pour toi ? Avait-elle dit avec dédain quand j'avais été reçu major de ma promotion, brandissant mon relevé de notes avec fierté. Tu finiras caissière ou secrétaire, tu n'as pas l'étoffe des gagnants. Castille, elle, a besoin de cet argent pour ses cours de chant et de danse à Paris. Elle sera une star, elle a ce quelque chose que tu n'auras jamais. Castille. L'enfant doré. La princesse Instagram qui, à 26 ans, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, vivait encore au crochet de mes parents, accumulant les dettes que Marceau épongeait en silence pour maintenir les apparences. Je me suis dirigée vers mon petit coffre-fort dissimulé derrière une pile de livres de droit poussiéreux. J'ai composé le code, le déclic mécanique résonnant dans le silence de l'appartement. À l'intérieur, posée sur mon passeport, il y avait une petite boîte en velours bleu nuit, usée par le temps. Je l'ai ouverte délicatement. Une paire de boucles d'oreilles en perles véritables, d'un blanc nacré parfait. C'était le seul cadeau, le seul objet de valeur que grand-mère Aliénor m'avait fait en secret, juste avant que je ne quitte définitivement la maison familiale à 18 ans. Elle me les avait glissés dans la main, ses doigts noueux et tachés par l'âge serrant les miens avec une force surprenante. « Vends-les si tu as faim, ma chérie », avait-elle chuchoté, ses yeux gris plantés dans les miens. « Mais si tu peux, garde-les précieusement. » Elles appartenaient à ma mère. Un jour, tu comprendras pourquoi je te les donne à toi, et pas à cette vipère de Sibylle ou à sa poupée Castille. J'avais dû les mettre au mont-de-piété 2 fois pour payer mon loyer lors des hivers difficiles. Et 2 fois, j'avais travaillé nuit et jour, sautant des repas, pour les racheter avant l'échéance. Elles étaient mon symbole. Ma preuve tangible que quelqu'un, quelque part, m'avait aimé pour ce que j'étais. Je les ai portées à mes oreilles, fixant mon reflet dans la glace. Le contact froid des perles contre ma peau m'a donné une force étrange, une droiture nouvelle. Demain, j'allais voir Maître Tancrède, le notaire historique de la famille et de grand-mère. Il m'avait laissé un message urgent et cryptique sur mon répondeur la veille. Il avait dit que le secret, un secret gardé depuis des décennies, devait impérativement être levé pour mes 30 ans. Je ne savais pas encore que ce secret allait être l'arme nucléaire que j'attendais inconsciemment depuis toujours pour raser leur monde de mensonges. Le bureau de Maître Tancrède, situé dans une vieille bâtisse du centre historique de Bordeaux, sentait la cire d'abeille, le vieux papier jauni et l'autorité silencieuse des siècles passés. C'était un homme de l'ancienne école, le genre d'avocat qui portait encore des costumes 3 pièces en tweed et qui ne souriait que très rarement, et uniquement lorsqu'il avait gagné un procès réputé impossible. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir capitonné qui craquait sous mon poids, me faisant sentir toute petite face à l'immensité de sa bibliothèque juridique. Alban, dit-il en joignant les mains sur son bureau en acajou massif, me fixant par-dessus ses lunettes à demi-lune. Votre grand-mère Aliénor était une femme complexe, mais d'une lucidité effrayante. Elle voyait tout. Elle savait tout ce qui se passait dans cette maison. Mon cœur battait la chamade, résonnant dans mes tempes. Elle savait pour la façon dont il me traitait ? Pour la chambre au sous-sol ? Pour les humiliations quotidiennes ? Ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Elle savait bien plus que cela, répondit-il gravement. Il se pencha et posa une boîte en bois noir laqué sur le bureau, entre nous. Elle était scellée avec de la cire rouge, portant l'emblème héraldique de la famille Valois, un blason que Sibylle faisait graver sur tout, de ses serviettes de table à la portière de sa voiture. Elle m'a fait jurer sur mon honneur de ne vous remettre ceci qu'à la veille de vos 30 ans, pas un jour avant. Elle disait qu'avant cet âge, vous seriez trop jeune, trop fragile émotionnellement pour porter le poids de cette vérité. Mais qu'à 30 ans, vous seriez une femme faite, une survivante capable de brandir l'épée de la justice. Je tendis une main tremblante vers la boîte, sentant la chaleur qui s'en dégageait presque.
Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré. La vérité, Alban. La vérité absolue sur qui vous êtes. Sur qui ils sont réellement. Et sur qui possède légitimement le château et le vignoble. J'ai brisé le seau de cire, le craquement sec résonnant comme un coup de feu dans le silence feutré. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or ni de bijoux. Juste des papiers. Un vieux testament holographe écrit à la main, une lettre manuscrite dont l'encre bleue avait légèrement pâli avec le temps, et un résultat de test ADN datant de 1998. J'ai commencé à lire la lettre. La voix de ma grand-mère a soudain résonné dans ma tête, claire, ferme et aimante, comme si elle était assise à côté de moi. Ma chère Alban, ma petite guerrière, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger physiquement. Pardonne-moi, je t'en supplie, de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir stoppé leur cruauté. J'étais prisonnière de mes propres erreurs passées et d'un chantage affectif. Mais je ne te laisserai pas sans défense face à eux. Je sautais les lignes, mes yeux dévorant les mots avec avidité, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Et puis, je me suis figée. Le monde a cessé de tourner autour de moi. Tu n'es pas une étrangère, Alban. Tu n'es pas une orpheline anonyme que Sibylle a ramassée par charité chrétienne pour ses impôts. Tu es ma petite fille. Ma seule véritable petite fille par le sang. Tu es la fille de Vianney. Vianney. Le nom a frappé ma conscience comme un éclair. Le fils aîné de la famille. Celui dont on ne parlait jamais, dont les photos avaient été brûlées. Celui qui était mort tragiquement dans un accident de moto avant ma naissance. La légende familiale, entretenue par Sibylle, disait qu'il était un vaurien, un drogué, un artiste raté que la famille avait déshérité pour sauver son honneur. Sibylle et Marceau t'ont menti toute ta vie, continuait la lettre impitoyable. Ils t'ont fait croire que tu ne valais rien, alors que tu es la seule qui porte le sang pur de cette famille. Et Marceau, oh, mon pauvre Marceau. Il est temps que tu saches pourquoi je ne lui ai jamais laissé les rênes du domaine, pourquoi je ne lui ai jamais fait confiance. J'ai lu la suite, paragraphe après paragraphe. Les larmes ont jailli de mes yeux, chaudes et incontrôlables. Pas de tristesse, non. C'était un choc pur, violent. Une révélation si puissante, si radicale, qu'elle me donnait le vertige physique, m'obligeant à agripper les accoudoirs du fauteuil. Maître Tancrède me tendit un mouchoir en tissu blanc, son expression restant neutre mais ses yeux trahissant une certaine compassion. Vous comprenez maintenant, Alban? Vous comprenez pourquoi ils vous ont invité à ce dîner avec tant d'insistance? Pourquoi ils parlent de votre part? J'ai essuyé mes yeux rageusement et j'ai regardé l'avocat droit dans les yeux. Un sourire lent, dangereux, un sourire que je ne me connaissais pas, s'est dessiné sur mes lèvres. Ils veulent me faire signer une renonciation, dis-je d'une voix qui ne tremblait plus, une voix d'acier. Ils pensent que je suis la petite Alban, la pièce rapportée naïve, la déduction fiscale qu'on peut manipuler avec un bon repas et quelques fausses promesses. Exactement, confirma Tancrède. Le testament officiel, celui qu'ils connaissent et qui a été ouvert après les funérailles, est vague sur certains points techniques. Ils ont désespérément besoin de votre signature pour vendre une partie des terres, vendre le domaine rapidement et éponger leurs dettes colossales qui s'accumulent. J'ai remis les papiers soigneusement dans la boîte. J'ai pris le test ADN, cette feuille de papier qui changeait toute mon identité. Maître, êtes-vous libre demain soir, vers 20h? Il sourit, un petit sourire complice qui creusa ses rides. Pour assister à un spectacle de justice? Toujours, mademoiselle de Valois. Bien. Apportez les originaux. Je m'occupe de la mise en scène. Le samedi soir est arrivé avec une lourdeur électrique dans l'air, comme avant un orage violent. J'ai passé l'après-midi entier à me préparer chez moi. Pas comme une jeune femme qui va fêter son anniversaire avec joie, mais comme un soldat qui s'apprête à partir au front pour la bataille finale. J'ai ouvert ma penderie. J'ai écarté les tailleurs gris et noirs que je portais pour mon travail. J'ai choisi ma robe avec un soin méticuleux. Une robe fourreau rouge sang, col bateau, d'une coupe architecturale, élégante mais indéniablement provocante dans ce milieu conservateur. Le rouge de la guerre. Le rouge du pouvoir. Le rouge de la vengeance. J'ai lissé mes cheveux noirs en un chignon strict, tiré à 4 épingles, révélant la ligne de mon cou et, surtout, mettant en valeur les boucles d'oreilles de perles de grand-mère Aliénor qui pendaient avec grâce. J'ai appliqué mon maquillage comme des peintures de guerre. Un trait d'eyeliner tranchant, du rouge à lèvres mat, couleur carmin.
J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Adieu, la petite Albane qui pleurait dans le placard à balai, murmurai-je à mon reflet. Ce soir, tu meurs pour que je puisse naître. J'ai pris mon sac à main de marque, un investissement que j'avais fait pour célébrer ma première grosse affaire gagnée. À l'intérieur, je n'ai mis ni mouchoir pour pleurer, ni cadeau pour eux. Juste l'enveloppe crème contenant les copies certifiées des documents que maître Tancred m'avait donnés. Et, dans une poche chippée, mon badge professionnel tricolore de commissaire de justice. Je suis arrivé devant le restaurant Le Pressoir d'Argent à 19h précise. Le voiturier a pris les clés de ma modeste citadine avec un dédain poli mais visible, habitué aux Porsche et aux Mercedes. Je suis entré dans le hall, le bruit de mes talons résonnant sur le marbre. La salle privée qu'ils avaient réservée était magnifique, je devais l'admettre à contre-cœur. Des lustres en cristal de baccarat, des nappes blanches immaculées, une vue imprenable sur la place de la Bourse illuminée. Il y avait environ 40 personnes déjà présentes, un verre à la main. J'ai reconnu des oncles et des tantes éloignés que je n'avais pas vus depuis des années, des partenaires d'affaires véreux de Marceau à qui il devait sûrement de l'argent, et toute la clique d'influenceurs superficiels et bruyants de Castille. Dès que j'ai franchi le seuil de la salle, le silence s'est fait, progressif, comme une onde de choc. Ils s'attendaient tous à me voir arriver en jean, mal coiffé, ou avec une robe démodée et la tête basse, comme la pauvre parente qu'ils méprisaient. Au lieu de cela, je marchais la tête haute, le dos droit, mes talons claquant sur le parquet ciré comme des coups de feu, mon regard balayant l'assemblée sans ciller. Sibylle s'est détachée du groupe près du bar. Elle portait une robe dorée à paillettes, trop serrée pour son âge, et était couverte de bijoux clinquants qui criaient le nouveau riche. Elle a écarquillé les yeux en me voyant, sa bouche s'entr'ouvrant de surprise, mais elle s'est vite reprise, son masque social retombant sur son visage. Albane. Ma chérie. S'exclama-t-elle avec une fausse joie stridente. Elle s'est précipitée vers moi, les bras ouverts, diffusant un nuage de parfums capiteux et coûteux qui me donna la nausée. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte froide, rigide, sans aucune affection, juste pour le spectacle. Tu es surprenante ce soir, chuchota-t-elle perfidement à mon oreille tout en gardant son sourire figé pour les invités. Je vois que tu as dépensé toutes tes maigres économies pour cette robe. C'est un peu vulgaire ce rouge, non? Ça fait très fille de joie. Bonsoir, mère, répondis-je calmement en me dégageant de son étreinte avec fermeté. Je trouve qu'il est parfaitement assorti à l'occasion. C'est la couleur de la fête, de la passion et du sang, non? Elle cligna des yeux, déstabilisée par ma réponse. Castille est arrivé juste derrière elle, son téléphone braqué sur mon visage, la lumière aveuglante de son flash m'agressant les yeux. Coucou les amours. Regardez qui est enfin là. C'est ma grande sœur Albane. Bon anniversaire Sista. Cria-t-elle à ses abonnés invisibles. Elle parlait à son écran, pas à moi. Elle a baissé son téléphone légèrement et m'a scanné de haut en bas avec un mépris non dissimulé, ses lèvres gonflées au collagène se tordant en une moue dédaigneuse. Waouh, tu as fait un effort surhumain. C'est du faux Louboutin j'imagine? Tu les as trouvés où? Au marché? C'est des vrais, Castille. Payé avec de l'argent gagné en travaillant honnêtement. Tu devrais essayer un jour, le concept est fascinant et très valorisant. Son sourire s'est figé instantanément. Elle a coupé son live d'un geste brusque. Ne commence pas à faire ta maligne, siffla-t-elle, son visage d'ange se transformant en masque de haine. Maman a tout organisé pour toi, ça nous a coûté une fortune. Ne gâche pas tout avec ta jalousie habituelle et ton aigreur. J'ai aperçu mon père, Marceau, près du bar. Il buvait un whisky d'une traite, le dos voûté, le regard fuyant. Il m'a fait un petit signe de tête imperceptible, fuyant mon regard comme la peste. Il savait. Il savait pertinemment ce qu'ils allaient me demander ce soir. Et comme toujours, il laissait faire. Sa lâcheté me dégoûtait encore plus que la méchanceté active de Sibylle. On nous a fait passer à table. Bien sûr, ma place n'était pas au centre, à la place d'honneur. J'étais placé en bout de table, près de la porte de service, coincé entre une tante sourde qui mangeait sa soupe bruyamment et un associé de Marceau qui sentait le tabac froid et la transpiration. Castille, elle, trônait à côté de mère et père, au centre de l'attention, rayonnante. Le dîner a commencé. Les plats s'enchaînaient dans un ballet de serveurs silencieux. Foie gras, homard, truffes. Tout était parfait en apparence, digne d'un magazine.
Mais je sentais les regards pesant sur moi. Les chuchotements derrière les mains. Les rires étouffés. Sous la table, ma main serrait l'enveloppe dans mon sac, la froissant légèrement. J'attendais. Je savais que le moment allait venir. Je savais que le monstre allait sortir de sa boîte. Le dessert est arrivé, une pièce montée gigantesque ornée de fruits rouges et de sucre filé. Les serveurs ont rempli les coupes de champagne. Sibylle s'est levée, majestueuse et terrifiante dans sa robe dorée. Elle a tapoté son verre en cristal avec une petite cuillère en argent. Le son cristallin, tintant et insistant, a traversé la salle, coupant toutes les conversations. Mes amis, ma famille chérie, merci du fond du cœur d'être là ce soir, commença-t-elle avec sa voix de théâtre, celle qu'elle utilisait pour charmer les banquiers. Tout le monde s'est tu, les visages tournés vers elle. Castille a relancé son live Instagram, cadrant sa mère avec adoration, s'assurant que l'éclairage la mettait en valeur. Nous sommes réunis pour célébrer un moment important. Les 30 ans d'Alban. Quelques applaudissements polis et mous ont résonné. Sibylle a tourné son regard vers moi, à l'autre bout de la table. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux bleus glacés. Juste un calcul froid, une prédation. 30 ans. C'est incroyable comme le temps passe vite. Je me souviens comme si c'était hier du jour où Alban est entré dans nos vies, bouleversant notre quotidien. Vous savez tous qu'elle n'est pas notre fille biologique, que nous l'avons choisie. Des murmures ont parcouru la salle. Je suis resté de marbre, fixant la flamme vacillante de la bougie posée devant moi, refusant de lui donner la satisfaction de voir ma gêne. Nous avons fait preuve d'une grande générosité, d'une charité chrétienne en l'accueillant sous notre toit, continua Sibylle, sa voix montant d'un cran, se gorgeant de sa propre importance. Elle venait de nulle part, vraiment. Une pauvre petite chose sans avenir, sans racines. Elle marqua une pause théâtrale, cherchant l'effet dramatique, savourant l'attention de son public. Mais je pense qu'il est temps d'être honnête ce soir, entre nous. On ne devrait pas avoir de secret en famille, n'est-ce pas? La vérité est toujours préférable. Elle a ri, un petit rire nerveux mais cruel, qui fit frissonner ma voisine de table. Beaucoup de gens nous ont félicités pour notre grand cœur, pour notre dévouement. Mais je dois vous avouer quelque chose d'assez amusant, une petite anecdote. À l'époque, l'entreprise de Marceau traversait une passe difficile, très difficile. Notre comptable nous a dit, si vous adoptez un enfant cette année, vous changez de tranche fiscale immédiatement. Vous gagnez des parts. C'est une opération blanche, un investissement sans risque. La salle s'est figée. J'ai entendu quelqu'un inspirer bruyamment, choqué par la crudité des propos. Marceau s'est enfoncé dans sa chaise, fixant sa nappe comme si elle était la chose la plus fascinante au monde. Alors on s'est dit avec Marceau, pourquoi pas? C'était gagnant-gagnant. On faisait une bonne action et on sauvait les meubles. Sibylle a écarté les bras comme si elle venait de raconter la meilleure blague du monde, attendant les rires. Alban a été notre petit miracle fiscal. Grâce à son adoption, nous avons pu acheter la Mercedes cette année-là et rénover la piscine. C'était le meilleur retour sur investissement que nous ayons jamais eu. Alors, je vous demande de lever votre verre et de souhaiter un joyeux anniversaire à notre meilleure déduction d'impôt. Le silence a duré une seconde, puis Castille a éclaté de rire. Un rire fort, vulgaire, qui a déchiré l'air. C'est tellement vrai! Cria-t-elle en se tenant les côtes. Merci pour la piscine, Alban. Sans toi, je n'aurais pas eu mes poules parties. Quelques invités, sans doute trop ivres ou trop dépendants financièrement de Marceau pour oser protester, ont ri avec elle, un rire gras et complaisant. D'autres regardaient leurs assiettes, visiblement gênés, ne sachant plus où se mettre. Mon père, lui, s'est versé un autre verre de vin rouge, la main tremblante, renversant quelques gouttes sur la nappe immaculée. Je sentais tous les regards converger sur moi. Ils s'attendaient à me voir pleurer. À me voir m'effondrer. À me voir courir vers la sortie, humiliée, brisée, comme je l'avais fait tant de fois par le passé lors des dîners de famille. C'était leur but ultime. M'humilier publiquement, me réduire à néant pour me rendre faible, pour que je signe ensuite n'importe quoi, n'importe quelle renonciation à l'héritage, juste pour qu'ils arrêtent de me torturer. Mais je n'ai pas pleuré. Pas une larme. J'ai pris une gorgée de mon vin, savourant son acidité. J'ai posé le verre doucement sur la table, sans faire de bruit. Et j'ai commencé à applaudir. Lentement. Clap. Clap.
Clap. Le rire de Castille s'est éteint progressivement. Le sourire de Sibylle a vacillé, une ombre d'inquiétude passant dans ses yeux. Je me suis levée, lissant ma robe rouge. J'ai pris mon sac à main. J'ai marché vers Sibylle, traversant la salle dans un silence de cathédrale. Elle a reculé d'un pas, surprise par l'expression indéchiffrable sur mon visage. Ce n'était pas de la peur qu'elle y lisait. C'était de la pitié. Une pitié froide et absolue. J'ai pris le micro de ses mains manucurées. Elle n'a pas résisté, trop stupéfaite par mon audace. Merci, mère, dis-je. Ma voix était calme, posée, amplifiée par les enceintes de la salle. C'était une anecdote charmante. Vraiment très instructive. J'adore le passage sur la Mercedes. C'est très, toi. Très classe. Je me suis tournée vers la salle, fixant les invités un par un. Puisque nous sommes dans l'heure de vérité, et que maman aime tellement les histoires de finances, d'optimisation et de famille, j'ai moi aussi préparé une petite présentation pour animer la soirée. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'enveloppe crème. Le papier a crissé sous mes doigts. Vous voyez, il y a une chose, un tout petit détail que Sibylle a oublié de mentionner à propos des impôts et de l'héritage. C'est drôle comme les détails juridiques peuvent être, surprenants quand on creuse un peu. Avant que je ne lâche la bombe, dites-moi en commentaire, si votre propre famille vous avait traité comme une moins que rien toute votre vie, comme un simple outil financier, et vous invitait soudainement à un dîner de luxe pour vous humilier, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous fui en pleurant? Ou seriez-vous resté pour vous battre comme je l'ai fait? J'ai hâte de lire vos réponses, vraiment. Tu fais quoi là? Siffla Sibylle, essayant maladroitement de reprendre le micro, son masque de bienveillance commençant à se fissurer. Rassieds-toi tout de suite, tu te donnes en spectacle, tu nous fais honte. Je l'ai ignoré superbement, pivotant sur mes talons pour lui faire face. J'ai sorti le premier document de l'enveloppe. Je l'ai déplié et tenu bien haut pour que tout le monde puisse le voir. Ceci, annoncai-je d'une voix forte, est une copie certifiée conforme des comptes de la société de mes parents sur les 10 dernières années. Maman vient de dire avec fierté que j'étais une déduction fiscale? C'est vrai. C'est la seule vérité qu'elle ait dite ce soir. Mais ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est qu'ils ont continué à utiliser mon identité, mon numéro de sécurité sociale, bien après ma majorité, à mon insu, pour créer des sociétés écrans, des comptes fictifs et échapper massivement au fisc. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Les verres se posèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent. Marceau renversa son verre de vin, la tache rouge s'étalant sur la nappe comme une blessure par balle. C'est faux! Hurla-t-il, sortant enfin de sa léthargie éthylique, le visage cramoisi. Tu mens. C'est très vrai, papa. Les chiffres ne mentent pas, contrairement à toi. Et devinez quoi? En tant que citoyenne modèle et surtout en tant que commissaire de justice assermentée par l'État, oui, c'est mon métier, pour ceux qui l'ignoraient, j'ai transmis ce dossier complet, avec toutes les preuves de fraude, de blanchiment et d'abus de biens sociaux, au procureur de la République ce matin même à 9 heures. Le visage de Sibylle est passé du rouge colère au blanc cireux en une fraction de seconde. Ses lèvres tremblaient. Tu n'oserais pas. Ta propre famille. Oh, mais j'ai déjà osé, mère. La procédure est lancée. Le train est en marche. Mais ce n'est que l'apéritif, une mise en bouche. Passons maintenant au plat de résistance, si vous le voulez bien. Je me suis tournée vers l'entrée de la salle, faisant un signe de la main vers les doubles portes. Maître Tancrède, si vous voulez bien nous rejoindre? La porte s'est ouverte lourdement. L'avocat est entré, sa silhouette voûtée mais imposante dans son costume sombre, son vieux dossier en cuir sous le bras, le visage grave. Sa présence a imposé un silence de mort instantané. Tout le monde à Bordeaux, tout le gratin présent ce soir, connaissait la réputation de Maître Tancrède. Il était la loi. Il était l'intégrité incarnée. Que fait-il ici? Demanda Castille, sa voix montant dans les aigus, frôlant l'hystérie, son téléphone toujours braqué sur nous, diffusant sans le savoir la chute vertigineuse de sa propre famille à ses milliers d'abonnés. Il est ici pour lire le véritable testament de grand-mère Aliénor, celui qu'elle a écrit avant de mourir, en pleine possession de ses moyens, répondis-je. Sibylle a ri nerveusement, un son qui ressemblait au bris de verre. Le testament? Mais on le connaît. Il a été lu. Tout revient à Marceau, l'héritier mâle, et par extension à moi et Castille.
Alban, tu es pathétique. Tu essaies de gâcher la fête avec tes mensonges parce que tu es jalouse de nous. Jalouse de notre succès, de notre beauté. Lisez, maître, dis-je simplement, croisant les bras. Maître Tancrède s'avança jusqu'au centre de la pièce. Il ouvrit le dossier lentement, savourant les faits. Il ajusta ses lunettes sur son nez aquilin. Moi, Aliénor de Valois, saine de corps et d'esprit, révoque par la présente tout testament précédent. Je lègue l'intégralité de mes biens, sans exception aucune, incluant le château de Grave, les 40 hectares de vignobles, les comptes bancaires en Suisse et l'ensemble de mes bijoux personnels, à ma petite fille unique. Sibylle afficha un sourire triomphant, s'attendant à entendre le nom de Castille ou le sien, persuadée que le vieux notaire allait confirmer sa victoire. À ma petite fille unique, Alban, termina l'avocat d'une voix tonitruante. Le temps s'est arrêté. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Les visages se sont décomposés. Quoi? Hurla Sibylle, ses yeux sortant de leurs orbites. C'est impossible. C'est un faux. Alban est adoptée. Elle n'a aucun lien de sang. Le domaine doit rester dans la lignée. Grand-mère était sénile à la fin, tout le monde le sait. Elle n'était pas sénile, madame, coupa l'avocat sèchement, son regard la foudroyant sur place. Elle était plus lucide que vous ne le serez jamais. Et Alban n'est pas une étrangère. Je me suis avancée vers Sibylle. J'étais si près d'elle que je pouvais voir la sueur perler sous son fond de teint épais, coulant dans les rides qu'elle essayait de cacher. Je pouvais sentir son parfum tourner, devenir âcre comme la peur. C'est là que ça devient vraiment intéressant, maman. Tu m'as traité d'étrangère toute ma vie. Tu as dit que j'étais une pièce rapportée, un parasite. Mais regardons les faits scientifiques. J'ai sorti le test ADN et la vieille photo en noir et blanc de mon sac. Grand-mère a fait ce test quand j'avais 2 ans, juste après m'avoir retrouvée. Je suis la fille biologique de Vianney. Son fils aîné. Celui que vous avez effacé de l'histoire. Je suis la seule personne dans cette pièce qui a le sang de grand-mère Aliénor qui coule dans ses veines. Je me suis tournée vers Castille, qui avait la bouche ouverte, l'air d'un poisson hors de l'eau. Je suis la véritable héritière. Pas par adoption. Pas par charité. Par le sang. Par le droit. Puis, je me suis tournée vers Marceau. C'était le coup de grâce, l'estocade finale. Et toi, papa? Où devrais-je dire, Marceau? La lettre de grand-mère explique tout. Tu as toujours été jaloux de Vianney, n'est-ce pas? Tu le haïssais. Tu sais pourquoi? Marceau a caché son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots. Il pleurait comme un enfant. Parce que toi, Marceau, tu es celui qui a été adopté. Le chaos a éclaté dans la salle. C'était comme si j'avais lancé une grenade dégoupillée au milieu de la table du banquet. Les cris, les exclamations, le bruit des chaises renversées se mêlaient dans une cacophonie assourdissante. C'est un mensonge. Éructa Sibylle, s'agrippant à la nappe comme une naufragée à une bouée, renversant les bouteilles de vin. Marceau est un de Valois. Il est l'héritier légitime. Tu n'es qu'une menteuse pathologique. Non, Sibylle, dis-je calmement, ma voix tranchant le bruit ambiant. Grand-mère l'a écrit noir sur blanc dans cette lettre que tu n'as jamais trouvée. Elle a adopté Marceau quand il avait 5 ans, après la mort de ses parents biologiques qui étaient les gardiens du domaine, morts dans un incendie. Elle l'a élevé comme son fils par devoir, mais il n'a jamais eu le sang des Valois. Et toi? Je l'ai regardé avec une pitié sincère et dévastatrice. Toi qui as passé 30 ans à te vanter de ton nom à particules, à mépriser les roturiers, à écraser les autres de ta superbe, tu as épousé un homme adopté, fils de gardien. Et tu as maltraité, humilié la seule véritable descendante de la lignée que tu vénères tant. Les invités chuchotaient frénétiquement, se penchant les uns vers les autres. Certains prenaient discrètement des photos des documents que j'avais posés sur la table comme des preuves à conviction. Le mythe de la grande famille bourgeoise intouchable venait d'imploser en direct, sous leurs yeux avides de scandale. Castille a lâché son téléphone, qui est tombé sur le sol avec un bruit mat. Elle s'est précipitée vers Marceau, le secouant par les épaules. Papa, dis quelque chose. Dis-lui que c'est faux. Je suis ta fille. Je suis une Valois. Je suis une princesse. Marceau a levé la tête lentement.
Ses yeux étaient rouges, dévastés, injectés de sang. Il ressemblait à un vieillard. C'est vrai, murmura-t-il d'une voix cassée. Mère. Aliénor me l'avait dit quand j'avais 18 ans. Mais elle m'avait fait promettre, jurer sur la Bible, de ne jamais le dire à personne tant que je resterais digne du nom et que je gérerais le domaine avec honneur. Il regarda Sibylle avec une haine pure, une haine accumulée pendant des décennies de soumission. C'est toi. C'est ton avidité sans fin, ta méchanceté gratuite envers Alban. Mère voyait tout. Elle m'avait prévenu avant de mourir, si tu laisses ta femme détruire ma petite fille, je te détruirai, Marceau. Je n'ai pas écouté. J'ai eu peur de toi, Sibylle. J'ai toujours eu peur de toi. Sibylle recula, comme frappée physiquement par une gifle invisible. Son monde s'écroulait. Tout ce qu'elle avait construit, son statut social, son orgueil, sa supériorité factice, ses cercles d'amis, tout était basé sur un mensonge fondamental. Elle n'était personne. Mais, la maison ? Balbutia-t-elle, les yeux fous. Nous habitons là depuis 20 ans. C'est ma maison. J'ai refait toute la décoration. J'ai choisi les rideaux. Je me suis avancée d'un pas. J'ai repris mon rôle de commissaire de justice, laissant mes émotions de fille blessée au vestiaire. Mon visage s'est fermé. Plus d'émotion. Juste la loi. Juste l'exécution de la sentence. Parlons de la maison, justement, Sibylle. J'ai sorti le dernier document de mon sac. Un papier bleu officiel, tamponné avec le sceau de la République. Puisque le testament est valide et exécutoire immédiatement, merci Maître Tancrède pour la procédure d'urgence que nous avons validée cet après-midi avec le juge. Je suis désormais la propriétaire unique et exclusive du château, des terres et de toutes ses dépendances. J'ai posé le papier sur la table, juste à côté du gâteau d'anniversaire intact dont les bougies avaient fini de brûler. Ceci est un avis d'expulsion immédiat. Quoi ? Quina Castille, les larmes coulant sur son maquillage parfait, créant des rivières noires. Mais on vit là. C'est chez nous. Où est-ce qu'on va aller ? Plus maintenant. Vous avez vécu chez moi. Vous avez dépensé mon argent. Vous avez roulé dans des voitures payées avec l'héritage qui me revenait de droit. Vous m'avez volé ma vie. Je regardais ma montre, une montre bon marché que je portais fièrement. Il est 21h30. Je vous donne jusqu'à minuit pour vous rendre au château et récupérer vos affaires personnelles. Pas les meubles. Pas les tableaux de maître. Pas l'argenterie de famille. Juste vos vêtements, vos produits de beauté et vos brosses à dents. Et je serai là avec une équipe de sécurité pour vérifier chaque sac. Tu ne peux pas faire ça. Hurla Sibylle, perdant toute retenue, se jetant presque sur moi. Je suis ta mère. J'ai changé tes couches. Je t'ai nourri. Tu m'as adopté pour une déduction d'impôt, Sibylle. Tu l'as dit toi-même il y a 10 minutes devant 40 témoins. Considère que l'investissement a mal tourné. Le marché s'est retourné contre toi. Tu as fait faillite. Je me suis tournée vers les invités, qui étaient pétrifiés, fascinés par le spectacle. Je suis sincèrement désolée de gâcher la fin de soirée, dis-je poliment. Mais le dîner est terminé. Et rassurez-vous, c'est moi qui règle l'addition ce soir. Avec l'argent de ma famille. De ma vraie famille. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire comme la scène finale d'une tragédie grecque moderne, ou peut-être d'une farce grotesque. Sibylle a regardé autour d'elle, paniquée. Elle cherchait un soutien, un regard ami, un allié qui viendrait la défendre. Mais ses amis, ces gens avec qui elle passait ses week-ends à médire sur les autres, détournaient le regard. Ils ne voulaient pas être associés au scandale. Ils ne voulaient pas être vus en compagnie de fraudeurs fiscaux notoires et de menteurs qui venaient d'être démasqués et ruinés publiquement. L'odeur de la faillite sociale est contagieuse, et personne ne voulait l'attraper. Une dame, la présidente du club de charité local, celle qui portait toujours des chapeaux ridicules, s'est levée, a pris son sac, a ajusté son manteau et est sortie sans dire un mot, sans même un regard pour Sibylle. Puis un autre invité. Puis un couple. Le bruit des chaises raclant le sol, des pas pressés vers la sortie, était assourdissant dans le silence de la défaite. Sibylle a commencé à trembler de tout son corps. Elle réalisait qu'elle ne perdait pas seulement sa maison, son argent. Elle perdait son public. Elle perdait son miroir. Elle perdait sa raison d'être.
Regardez-vous. Cria-t-elle aux invités qui partaient, sa voix se brisant. Vous n'êtes que des hypocrites. Je suis toujours Sibylle de Valois. Je suis toujours la châtelaine. Revenez. Non, madame, intervint maître Tancrède calmement, rangeant ses lunettes dans sa poche. Vous êtes Sibylle Meunier. C'est votre nom de jeune fille, n'est-ce pas? Et selon les termes du contrat de mariage initial que Marceau a violé en participant à la fraude contre les intérêts du domaine, vous ne porterez plus jamais le nom de Valois. C'est fini. C'était le coup de trop. Sibylle a poussé un cri étranglé, un son animal, primal. Elle a attrapé son sac Hermès, probablement payé avec l'argent détourné de l'héritage, et s'est précipitée vers la sortie, bousculant un serveur au passage. Dans sa panique aveugle, son talon aiguille s'est pris dans le tapis perçant à l'entrée. Elle a trébuché, manquant de s'étaler de tout son long, se rattrapant de justesse au cadre de porte. Sa perruque, oui, elle portait une perruque coûteuse pour cacher ses cheveux clairsemés par le stress et l'âge a glissé de travers, révélant son crâne dégarni. Quelqu'un a ricané dans le fond de la salle. Elle s'est relevée, échevelée, sa perruque de travers, des larmes noires de mascara coulant sur ses joues rouges, et a couru hors du restaurant, disparaissant dans la nuit pluvieuse. Castille était en état de choc catatonique. Elle regardait son téléphone posé au sol, l'écran toujours allumé. Les commentaires sur son live défilaient à toute vitesse, une cascade de jugements. « Waouh, ta mère est un monstre. Tu es une voleuse. Chais. Vive Alban. La reine. Rends l'argent. » Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux, son visage de poupée ravagé. « Alban, je ne savais pas. Je te jure. » « Tu as ri, Castille, dis-je froidement. Quand elle m'a appelé déduction fiscale, tu as ri plus fort que tout le monde. Tu as trouvé ça drôle. Ne viens pas jouer la victime innocente maintenant. Suis ta mère. Tu as des valises à faire et tu n'as pas beaucoup de temps avant que je ne change les serrures. » Elle a sangloté, a ramassé son téléphone et a couru après Sibylle, ses talons claquant dans le couloir vide. Il ne restait que Marceau. Il était assis, voûté, un homme brisé, seul devant une table dévastée. « Je suis désolé, Alban, dit-il d'une voix rauque, sans oser me regarder. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Je l'ai regardé. J'ai cherché une once de pitié en moi, une trace de l'amour que j'avais pour lui quand j'étais enfant. Je n'en ai pas trouvé. Le puits était sec. Tu as eu 30 ans pour être désolé, papa. 30 ans pour me défendre. 30 ans pour dire à ta femme d'arrêter. Tu as choisi le silence. Tu as choisi le confort. Ce soir, tu paies le prix de ce silence. Adieu, Marceau. » Je me suis tournée vers maître Tancrède, qui m'attendait à la porte. « Allons-y, maître. Nous avons des serrures à changer et un château à reconquérir. 3 mois ont passé depuis cette nuit de fureur et de vérité. 3 mois qui ont semblé durer une décennie. Bordeaux a beaucoup jasé, évidemment. C'était le scandale de la décennie, alimentant les conversations de tous les dîners en ville. On l'appelle désormais l'affaire de l'anniversaire. J'ai tenu parole jusqu'au bout. À minuit ce soir-là, sous une pluie battante, les serrures du château ont été changées par un serrurier que j'avais réservé. J'ai engagé une équipe de sécurité privée pour veiller à ce qu'ils ne partent qu'avec leurs effets strictement personnels. J'ai vu, depuis la fenêtre de ce qui était autrefois ma chambre de bonne, Sibylle entasser ses manteaux de fourrure dans des sacs poubelles noirs, hurlant des insultes à la lune, maudissant mon nom. C'était pathétique. C'était tragique. Et je ne vais pas mentir, c'était étrangement, profondément satisfaisant. Ils vivent maintenant dans un petit 2 pièces humide en banlieue, loin du faste auquel ils étaient habitués. Le fisc, impitoyable une fois la machine lancée, a saisi le reste de leurs avoirs personnels, leurs comptes cachés, leurs voitures, pour rembourser les années de fraude massive. Marceau, ruiné et disgracié, a dû trouver un emploi. Il travaille maintenant comme comptable junior pour une petite entreprise de logistique, un comble pour celui qui se croyait grand seigneur. Sibylle ne sort plus de chez elle, terrorisée à l'idée de croiser quelqu'un qui la connaîtrait. Castille a dû fermer tous ses comptes réseaux sociaux. La honte et le harcèlement en ligne étaient trop grands. Elle travaille comme serveuse dans un café près de la gare. L'autre jour, je l'ai vue de loin, par hasard. Elle portait un tablier sale, elle avait l'air fatiguée, sans maquillage, les cheveux attachés à la va-vite.
Elle avait l'air réelle, pour la première fois de sa vie. Elle avait l'air humaine. Quant à moi, je suis assise sur la grande terrasse du château, celle qui surplombe la vallée. C'est le printemps. Les vignes, mes vignes, commencent à bourgeonner, promettant une belle récolte. J'ai viré tout le personnel qui était fidèle à Sibylle et j'ai réembauché les anciens jardiniers et vignerons que grand-mère aimait tant et qui avaient été chassés. J'ai transformé l'aile ouest du château, celle qui servait aux réceptions mondaines inutiles. Ce n'est plus un lieu de vacuité pour la bourgeoisie hypocrite. C'est devenu le siège de ma nouvelle fondation, la Maison d'Aliénor. Nous offrons une aide juridique gratuite et un refuge aux enfants adoptés en difficulté, à ceux qui, comme moi, se sentent étrangers dans leur propre famille. Je porte toujours les boucles d'oreilles en perles de grand-mère. Je ne les quitte jamais. Parfois, la nuit, quand le château est silencieux, je me promène dans les couloirs immenses. Je m'arrête devant le portrait de Vianney, mon père, que j'ai retrouvé au grenier, couvert de poussière, et que j'ai fait restaurer et raccrocher au-dessus de la cheminée du grand salon. Il me sourit. Il a mes yeux. Ou plutôt, j'ai les siens. Je ne suis plus seule. Je suis entourée par les fantômes bienveillants de ceux qui m'aimaient vraiment. L'autre jour, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. C'était Marceau. Sa voix était faible, tremblante. Il demandait si on pouvait se voir, prendre un café, juste pour parler, pour s'expliquer. J'ai regardé le téléphone. J'ai pensé à la petite fille de 10 ans qui attendait chaque soir que son père vienne la border, en vain. J'ai pensé à la jeune femme de 18 ans qui vendait ses bijoux pour acheter des livres de droit. J'ai pensé au silence de 30 ans. J'ai appuyé sur bloquer. Sans hésitation. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester à jamais. Ce n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. C'est la limite que l'on trace pour dire « plus jamais ». Voilà mon histoire. J'ai transformé ma douleur en pouvoir. J'ai pris les pierres qu'ils m'ont jetées pour me lapider et j'ai construit mon empire avec. Et je dors enfin sur mes 2 oreilles. Et vous? Avez-vous déjà rêvé de prendre votre revanche sur une famille toxique qui vous a fait du mal? Pensez-vous que j'ai été trop dur avec eux? Ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Laissez un commentaire, je les lis tous, vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de justice et de résilience. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Prenez soin de vous, protégez votre cœur et ne laissez jamais, jamais personne définir votre valeur ou vous dire que vous n'êtes qu'une déduction fiscale. Vous valez bien plus que ça.